Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un acteur indispensable pour les investisseurs, pour les particuliers. Il s'agit bien évidemment du notaire. Aujourd'hui je me retrouve avec Maître Bullet qui va un petit peu nous expliquer son métier en tant que notaire. Merci de me recevoir dans votre étude. Avec plaisir. Aujourd'hui, tu vas un petit peu nous expliquer ton métier de notaire. Tu vas pouvoir nous donner quelques petits conseils pour ceux qui souhaitent acquérir un bien immobilier. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Bien sûr, tout d'abord merci à toi de cette invitation pour échanger autour de mon métier. Donc effectivement, je m'appelle Jean-Baptiste Bullet, je suis notaire en région parisienne et je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est immobilier, et notamment avec une bonne partie de clientèle d'investisseurs. Donc c'est vrai que j'ai des problématiques au quotidien liées à l'investissement immobilier et à l'achat plus généralement dans l'ancien, notamment en IMO. D'accord. Voilà, je suis installé depuis à peu près 2 ans et demi. J'ai eu la chance de pouvoir lancer mon office notarial, le créer de zéro. D'accord. Et voilà. Ok, donc ça fait 2 ans et demi que tu es notaire. C'est ça, tout à fait. Je vais déjà poser une question forte. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les notaires à cause des frais de notaire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que sont ces frais de notaire, qu'est-ce qu'ils comportent? Oui, tout à fait. C'est vrai que les frais de notaire, on appelle ça dans le langage courant frais de notaire, mais on a souvent tendance, nous en tant que notaire, à insister au rendez-vous pour dire non, on peut dire frais notariés à la limite, ou c'est plutôt les frais d'acquisition, parce qu'une grosse partie de ces frais de notaire sont en fait des taxes qu'on va payer pour vous, notamment au département ou à la commune ou au service de la publicité foncière. En fait, on est collecteur d'impôts et on reverse ces impôts en même temps qu'on envoie aux hypothèques votre acte pour qu'il soit publié, ce qui va le rendre opposable à tous nos concitoyens. Donc, ce qu'on appelle la publicité foncière qu'on doit faire pour tous les actes immobiliers, puisqu'il y a un fichier immobilier national et on ne peut pas se faire inscrire dans ce fichier national immobilier, si vous voulez, sans qu'auparavant on ait pu payer ces taxes. D'accord. Donc on perçoit ces taxes et on les reverse. Et ces taxes sont de l'ordre d'environ combien de pourcents? Je vais éventuellement vous montrer. Mais si vous voulez, pour un achat de, on va dire, 300 000 €, on va avoir un total d'environ entre 21 700 et 22 000 € de frais de notaire. Comme on dit, Et sur ces frais dits de notaire, figurez-vous qu'on voit ici sur le schéma qu'il y a 82,50%, toute la partie bleue sur le camembert, qui est en fait des taxes qu'on paye pour vous. Et la petite partie grise qu'on voit ici, qui fait à peu près 17%, c'est ce qui constitue la rémunération du ou des notaires qui sont chargés de l'opération, parce que le vendeur peut avoir son notaire, l'acquéreur peut avoir son notaire. Quand on est 2 notaires, ça ne coûte pas du tout plus cher. C'est simplement nous, entre notaires, on va se partager l'émolument généré, c'est-à-dire on va se partager les 17%. Et donc sur les frais dits de notaire, on voit bien qu'il y a 17% qui sont pour nous et le reste sont des taxes qu'on paye pour vous. Et les honoraires de notaire, ça se négocie? En fait, la rémunération du notaire est de deux types. Il y a les émoluments et les honoraires. Les émoluments, ça va être la partie qui va être fixée et tarifée par décret de la République française. D'accord. Donc on est un notaire à Lille, à Paris ou à Marseille, ou qu'il y ait 2 notaires ou un seul, la partie émolument sera toujours la même, et dans l'achat immobilier, 100% de l'achat immobilier est en émolument. Donc c'est le même coût partout au centime près, de l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas exactement combien ça fait. Donc généralement on demande une provision, qui est souvent une fourchette haute, et on demande souvent le RIB aussi des acquéreurs, parce qu'on leur rend de l'argent quelques mois après la signature. Donc la partie émolument, quant à elle, la négociation, si je ne dis pas de bêtises, alors ça a été ouvert il y a quelques années. On peut avoir des négociations de l'ordre, je crois, de 10 ou 20% maximum, mais je ne veux pas dire de bêtises, parce que dans les faits, ça ne se pratique pas, parce que ça ne peut pas être fait par client, ça doit être fait dans une période donnée pour tous les clients. Mais j'ai jamais vu aucun notaire le faire, jamais vu dans une salle d'attente de notaire, promotion, solde de décembre, je ne sais pas, moins 20% sur les actes. Donc je sais que ça a été mis en place il y a quelques années, mais je crois que c'est pas du tout pratiqué. Même si, dans tous les cas, là, depuis
Depuis très récemment, je crois que c'est depuis le 1er janvier dernier, notre partie émolument a été réduite. Pour la partie émolument, en fait, dans les faits, on peut rien faire. En revanche, pour la partie honoraire, donc ça c'est librement négociable. Ça peut, qu'est-ce qui peut être dans un achat immobilier en partie honoraire? Ça peut être par exemple les frais de rédaction d'une promesse ou d'un compromis de vente. Ça c'est en partie honoraire. Ça peut être par exemple de faire des procurations quand vous ne pouvez pas vous déplacer. Ça peut être facturé par le notaire en honoraire. Ça peut avoir un coût différent selon le notaire. Alors, si vous achetez en SCI et qu'on vous accompagne dans la création de votre SCI, ça c'est une partie honoraire, donc c'est négociable. Si on doit vous fournir des modèles de délibération d'associés dans une SCI, si par exemple vous ne savez pas faire, ça on peut le faire. Donc tout ça c'est de la partie honoraire, ça peut faire l'objet d'une négociation. Évidemment quand on a un client qui fait une très très grosse opération ou qu'on a un client qui est très régulier et qui nous envoie toutes ces opérations, là, c'est possible. Je veux dire, on est officier public ministériel, mais on est chef d'entreprise et donc on peut, sur des petites prestations qui gravitent autour mais qui ne sont pas intrinsèquement liées à l'achat immobilier, là c'est négociable. En revanche, les frais d'achat dans le camembert que je vais vous montrer, c'est impossible. Ça c'est la partie émolument, c'est pas possible. On parle souvent de dépôt de garantie lorsqu'on achète un bien immobilier. C'est un petit peu un abus de langage si je ne me trompe pas. Le vrai nom c'est le séquestre. C'est ça. Voilà. Le séquestre, est-ce qu'il est obligatoire? À quoi il sert? Alors, effectivement, on peut utiliser le même terme pour définir la même chose. C'est-à-dire que souvent, on va entendre parler de dépôt de garantie, de séquestre, d'indemnité d'immobilisation. L'idée, c'est de se dire, quand on vend un bien, quand on signe un compromis ou une promesse de vente côté vendeur, on immobilise le bien de manière ferme et définitive jusqu'à un certain délai, le temps que dure cet avant-contrat. On met un délai et donc on s'interdit de vendre à quelqu'un d'autre. Et également, on engendre des frais. Par exemple, quand on vend un appartement en copropriété, on doit payer l'état daté, on doit payer ce genre de choses. Donc, en tant que vendeur, ça a un coût quand même d'immobiliser le bien. Et pour garantir le sérieux de l'acquéreur, pour éviter que les gens s'amusent à tout le temps signer des promesses ou des compromis partout et puis à jamais aller au bout, il est d'usage de faire verser une somme qui est entre 0 et 10% du prix de vente, généralement c'est 5%, on la part en deux, qui vient garantir le sérieux de l'acquéreur. C'est séquestré chez le notaire du vendeur, généralement. Et donc cette somme-là, elle vient garantir son sérieux à l'acquéreur, puisqu'il y a quand même de l'argent qui est dehors sur cette opération. Donc c'est mis sur un compte à part pour nous notaires. On va mettre ça donc vraiment sur un compte, on n'y touche pas, même si l'acquéreur nous doit des sous, on ne touche pas à son séquestre. Et il ne sera libéré ce séquestre que si la vente va au bout, parce que ça constituera une avance sur le prix de vente, ou que s'il y a un accord écrit entre le vendeur et l'acquéreur pour dire bon bah finalement j'achète pas alors que j'ai eu mon prêt, donc je vous verse ça et on est quitte, ou que si jamais il y a une condition suspensive qui est défaillante, par exemple, si l'acquéreur n'a pas eu son prêt, bon bah voilà, je lui rends son séquestre, je déconsigne ça, c'est à la caisse des dépôts et consignations, hop, je déconsigne et je rends. Donc c'est pas obligatoire un séquestre, ça dépend des régions. Il y a des régions où ça se fait beaucoup, comme en région parisienne, des régions où ça se fait moins. En tout cas, c'est négociable entre vendeur et acquéreur. Donc quand il y a un agent immobilier, c'est lui qui fait ça, sinon c'est vu directement entre les clients, mais c'est pas à moi en tant que notaire de dire au vendeur s'il faut ou pas. J'explique les tenants aboutissants comme on vient de le faire là, mais c'est pas à moi de prendre la décision finale. Donc oui, c'est négociable avec votre vendeur si vous êtes investisseur. On me pose souvent la question, quel est l'intérêt d'avoir un notaire pour soi, de passer par un deuxième notaire, un pour l'acheteur, un pour le vendeur, le fait de faire relire son compromis, quel est l'avantage ? Alors, effectivement, dans un dossier d'achat immobilier, il peut y avoir un seul notaire qui centralise toute l'opération, qui représente à la fois le vendeur et à la fois l'acquéreur, où chacun peut faire intervenir son notaire, et comme on disait tout à l'heure, ça ne coûte pas plus cher pour l'acquéreur, parce que c'est toujours l'acquéreur qui paye les frais notariés. Comme ça ne coûte pas plus cher, généralement les acquéreurs peuvent être tentés de ne pas forcément prendre le notaire du vendeur et prendre le leur. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est comme il y a deux interlocuteurs et deux offices, qui sont interlocuteurs, on peut gagner en lenteur parce qu'il y a un interlocuteur de plus. Donc si l'acquéreur par exemple m'envoie une info
plutôt que d'appeler le vendeur pour vérifier avec lui si le vendeur est représenté par un notaire, moi j'ai pas le droit d'appeler le vendeur, il faut que j'appelle mon confrère. Donc ça rajoute de la lenteur administrative, on va dire. Okay. Mais il y a un avantage qui peut être certain, c'est le fait qu'il y ait un professionnel, un notaire en fait, en plus, qui va jeter un œil sur votre dossier. Donc il faut savoir qu'à la différence des avocats, on n'est pas, on n'est pas opposé, on ne représente pas des intérêts opposés quand on est deux notaires. On instruit ensemble le dossier dans l'intérêt de toutes les parties. Okay. Donc on ne va pas essayer de tout mettre du côté, la couverture du côté acquéreur si je suis notaire de l'acquéreur ou inversement. Après c'est sûr que bon, la nature humaine fait qu'on a des points de vue, donc c'est sûr que je vais plutôt avoir tendance à soulever des problématiques liées à l'acquéreur si je suis son notaire, parce que mon filtre va être en regardant les intérêts de l'acquéreur. Mais si je vois quelque chose, un gros problème qui peut être problématique pour le vendeur, évidemment je vais avertir mon confrère et inversement. Okay. Donc il y a une sorte d'intérêt général quand on est de notaire et pas d'intérêt particulier ou que du vendeur ou que de l'acquéreur. Donc voilà, c'est avoir un interlocuteur certes en plus, mais avoir un professionnel supplémentaire qui jette un œil sur votre dossier. Peut-être que le confrère n'aurait pas eu le temps ou pas vu quelque chose que nous on pourrait voir et inversement. Donc ça a quand même des avantages aussi quand on est deux notaires sur la même opération. Quand tu fais un compromis de vente ou un acte authentique, qu'est-ce que tu vérifies à l'intérieur ? Alors, dans le compromis de vente, en priorité, je vais surtout, par exemple, si je relie un compromis d'une tierce personne, je vais surtout regarder la condition suspensive d'obtention de prêt, que j'ai un taux qui soit ni trop haut ni trop bas, parce qu'il faut que ce soit équilibré entre vendeur et acquéreur. Je vais regarder s'il n'y a pas de gros problèmes liés à l'état civil, je vais regarder la désignation du bien, et s'il y a une maison, je vais être un peu drastique, mais ça c'est très personnel, par rapport aux autorisations d'urbanisme, pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises. Pourquoi tu vérifies ceci? Là, tu viens de me dire que tu regardais un petit peu tout ce qui était certificat d'urbanisme et autres. Tu as déjà eu des problèmes par rapport à ça? Oui, très souvent. J'ai eu des clients qui ont eu des mauvaises surprises. Comme moi je demande toujours de vérifier, par exemple pour les maisons, très souvent je vais demander qu'on demande les permis de construire qui ont été obtenus, voir s'il y a bien eu l'achèvement des travaux, voir s'il y a bien eu la conformité. Parce que j'ai des clients qui ont eu des mauvaises surprises, notamment des dossiers qui sont tombés à l'eau entre le compromis et la vente finale, parce qu'on s'est rendu compte que côté vendeur, il y avait eu des extensions qui n'avaient pas été déclarées, ni à la mairie, ni au cadastre, etc. Donc ça comporte un risque, parce que si jamais l'immeuble est détruit, l'acheteur ne pourra pas reconstruire l'identique. Quand on a une extension non déclarée, si je veux ouvrir une simple fenêtre, on peut me refuser ma fenêtre parce que ma cuisine n'était pas déclarée, alors que je voulais juste ouvrir une fenêtre, quoi. Et ça peut avoir des problématiques fiscales aussi, parce qu'une taxe foncière est calculée sur la surface habitable, mais si on n'a pas déclaré... Voilà. Donc ça par exemple pour les clients qui achètent des maisons, c'est quelque chose que je vais vraiment regarder précisément. Je reviens un petit peu sur quand il y a deux notaires sur un achat de bien immobilier, comment vous partagez la tâche en fait? Alors ça dépend, il y a des règles de répartition géographique, donc en fait généralement le notaire qui est près du bien va être en priorité, instruire le dossier, commander les pièces, parce que c'est son terrain. Donc si par exemple j'ai un client qui est de Lille, avec un notaire qui est de Lille, mais mon client, le client achète un bien à Paris, et que moi je suis donc en région parisienne, ça va plutôt être à moi d'aller instruire le dossier, commander les pièces et rédiger l'acte final. Mais si le bien et les notaires sont dans le même secteur géographique, généralement c'est le notaire du vendeur, en tout cas ici en région parisienne, c'est le notaire du vendeur qui prépare le dossier, qui commande les pièces, qui vérifie tout ça, et il envoie ça au notaire de l'acquéreur qui lui va rédiger l'acte authentique qui constituera le titre de propriété. D'accord. Quels sont les trucs, on va dire, un petit peu exceptionnels que tu as pu faire en tant que notaire? Ah, des anecdotes un peu hors normes. Une petite anecdote. J'ai eu, je parlais tout à l'heure de la mauvaise surprise des autorisations d'urbanisme, mais je pense à une cliente à moi qui voulait acheter son premier bien, et il y a eu 2 dossiers à elle comme ça qui sont tombés à l'eau à cause de ce problème-là. Donc elle était vraiment presque en larmes, la pauvre. Donc je pense souvent à elle parce que justement c'est aussi à ça qu'on sert en tant que notaire, soulever les lièvres qui peuvent survenir. Et donc j'ai eu des dossiers un peu complexes avec un vendeur qui était sous tutelle et puis un autre vendeur dans une indivision qui décède entre le compromis et la vente, donc il fallait régler la succession, etc. Donc, voilà, et des tas de problématiques, des mauvaises surprises qui peuvent survenir. Donc, Quels sont les litiges, on va dire, les plus courants que tu peux avoir à gérer en tant que notaire? Le litige le plus courant
auquel on est confronté, nous, c'est le cas où il y a une sorte de vice qui pourrait revêtir la qualification de vice caché, qui est trouvé par l'acquéreur, mais entre la signature du compromis et la vente finale. Par exemple, l'acquéreur va signer le compromis à l'agence avec le vendeur, va dire bon bah j'aimerais bien revenir avec un artisan dans 2-3 semaines, il est dispo, oui pas de souci. Puis il revient avec l'artisan et en fait on se rend compte qu'il y a des infiltrations au niveau du toit, des problématiques que peut-être le vendeur connaissait ou peut-être ne connaissait pas, mais qui, si jamais l'acquéreur avait eu connaissance de ces problématiques avant de signer le compromis, il n'aurait pas signé ou pas à ce prix-là. Et donc normalement un compromis est engageant de manière ferme et définitive, mais comme derrière on pourrait, sous certains cas de mauvaise foi du vendeur qui n'aurait pas tout déclaré à son acquéreur et aurait caché un vice qu'il connaissait, il pourrait éventuellement être assigné en garantie des vices cachés, même si normalement il n'y en a pas. Dans ce cas précis de mauvaise foi, il peut y en avoir. Le vendeur peut quand même s'interroger, est-ce que je vais au bout avec cet acquéreur si je suis assigné derrière, ou est-ce que je laisse tomber? Et dans ce cas-là, donc ça c'est le litige le plus courant que je rencontre. C'est rare, mais c'est quand même le plus courant que j'ai à traiter, c'est le cas où l'acquéreur a une mauvaise surprise entre le compromis et avant la vente. Mais en fait, comment tu es arrivé notaire? C'était familial? C'est quoi exactement? Non, en fait, moi j'ai aucun membre de ma famille qui est notaire, ou quasiment personne de ma famille qui fait du droit. Quasiment personne. J'ai un membre de ma famille qui est ma cousine, qui bosse avec moi, mais c'est tout. J'ai personne, des oncles, des tantes, des grands-parents, personne ne faisait de droit. Et en fait, c'était quelque chose qui me plaisait, ce qui était juridique, donc je suis parti là-dedans. Et en fait, arrivé un petit peu aux différents carrefours à l'université en me disant est-ce que je pars avocat? Je voulais pas que la reconnaissance que j'ai à titre professionnel provienne de jugement. Je me sentais pas d'être avocat parce que je voulais pas gagner ma vie. J'aime pas le conflit, en fait, d'un point de vue général. Et je voulais pas être juge parce que je me sentais pas apte à juger les gens, etc. Et j'ai découvert le métier de notaire en faisant un stage par hasard avec deux jeunes frères notaires qui avaient comme ça repris une étude et un petit peu monté quelque chose de nouveau. Et j'avais trouvé ça incroyable. Ils m'avaient donné une vision hyper dépoussiérante de la profession. Je me suis dit, c'est super, en fait, j'ai envie de faire ça. Et je suis en aiguille, voilà, j'ai pu rentrer dans les différents masters, les différentes formations, et puis j'ai eu mon diplôme de notaire. C'est super ça. Et depuis que tu es notaire, est-ce que le métier il a un petit peu évolué? Il évolue énormément. On a des nouvelles technologies qui rentrent dans la profession, dans notre quotidien, qui sont assez appréciables. Là, pendant le confinement, on a eu vraiment la démocratisation chez les notaires. Déjà, il y avait la visioconférence qui est rentrée chez nous, c'est-à-dire que le vendeur peut être chez son notaire, l'acquéreur chez le sien. On peut être à l'autre bout de la France, on est en direct sur l'écran avec la caméra. Le son est de bonne qualité, c'est très fluide. Mais maintenant, depuis le confinement, on peut aussi, ça se démocratise beaucoup, signer chez son notaire en même temps, donc chacun chez son notaire sur la tablette, ce qu'on ne pouvait pas encore vraiment faire il y a quelques années. Donc la profession évolue énormément, on essaye de se tenir au courant de toutes les dernières technologies pour les faire rentrer dans notre quotidien. Donc je suis assez content de notre profession, assez fier de ça dans la profession par rapport aux technologies. Je trouve qu'on est pas mal à la pointe. D'accord, ça avance petit à petit. On est sur actuellement une chaîne donc spécialisée dans l'investissement immobilier. On va parler un petit peu off. Est-ce qu'il y a un off-market? C'est-à-dire, est-ce qu'on trouve chez les notaires des biens en dessous du prix du marché? Est-ce que ça existe? Alors oui, c'est une vaste question. Effectivement, déjà il y a des biens qu'on peut avoir à la vente en tant que notaire qui fait de la négociation. Il y a des notaires, bon, c'est pas mon cas par exemple, mais il y a des notaires, pour l'instant, après je sais pas, mais c'est pas prévu, il y a des notaires qui ont un pôle négociation, c'est une sorte, pour vraiment schématiser grosso modo, qui ont un peu un rôle d'agent immobilier, qui ont un négociateur immobilier. C'est vraiment avec des gros guillemets que je dis ça. Donc eux, ils peuvent avoir des biens à vendre en tant que notaire. Mais il peut y avoir des biens, je pense que ce que tu appelles des biens off-market, ça va être des biens qui sortent pas publiquement, il n'y a pas d'annonce qui est faite sur Le Bon Coin, sur Se Loger, il n'y a pas d'annonce en agence. Exactement. Ça passe directement du vendeur à l'acquéreur. Ça peut être souvent le cas dans les notaires qui ont des gros pôles droit de la famille, notamment par des successions. Tu as le grand-père ou la grand-mère qui est décédé, les enfants habitent tous loin, ils ont tous leur maison, ils ont la cinquantaine d'années. Ça, tu sens d'entrée, tu sens que le bien va être vendu en tant que notaire. Des notaires avec des gros pôles droit de la famille, généralement, c'est généralement là où tu vas rendre l'ascenseur un peu à tes agences
qui t'envoient régulièrement des dossiers, bah, tu peux leur dire je connais cette agence-là qui travaille très bien. Après, tu recommandes évidemment des agences, des agents immobiliers qui travaillent bien pour les clients. En disant, moi j'ai l'habitude de travailler avec eux, par exemple, ils bossent bien, donc n'hésitez pas à les contacter. Faut jamais forcer, hein, on peut transmettre des coordonnées. Après, il peut y avoir également, quand on a une clientèle d'investisseurs, si je vais savoir que j'ai un investisseur qui est très intéressé par tel secteur et que j'ai ça, je vais évidemment lui dire, si vous voulez, madame, voilà, la fille qui vient me voir pour la succession de sa mère, je vais lui dire, si vous voulez, madame, moi j'ai peut-être un client qui peut être intéressé, je peux lui proposer et vous mettre en relation. Après, je vous laisse gérer. Moi, comme je te disais, je fais pas de négociation, donc je vais pas prendre d'émoluments ou d'honoraires là-dessus. C'est vraiment, je mets en relation deux personnes de manière désintéressée. Après, je me doute que je vais quand même instruire le dossier, si tu veux, mais de vente. Mais donc c'est peut-être ça que tu appelles toi off-market. Après, oui, ça existe dans les grosses structures avec les gros pôles de la famille. C'est souvent des biens issus de succession qui peuvent sortir comme ça, directement du vendeur à l'acquéreur, sans passer par la case agence ou annonce publique. Pour nous, investisseurs, est-ce qu'on peut te considérer comme un partenaire de confiance ? Oui, j'espère. Que... Donc oui, effectivement, après notre rôle, c'est alors on n'a pas la partie la plus fun de la transaction immobilière, c'est-à-dire que notre rôle, c'est vraiment de tout contrôler de A à Z. L'idée, c'est que toutes les choses soient dites côté vendeur comme acquéreur, et surtout nous de vérifier qu'il n'y ait pas un obstacle particulier au droit de propriété pour l'acquéreur, surtout limiter le plus possible les mauvaises surprises, quoi. C'est surtout ça. Donc on a des points de contrôle, c'est notre métier, pour chaque dossier on a des points de contrôle. Donc on est là vraiment dans l'intérêt des parties, aussi bien côté vendeur qu'acquéreur. Si le vendeur on lui demande plein de papiers, c'est pas pour l'embêter, c'est justement pour annexer ça à l'acte, expliquer que l'acquéreur avait connaissance de ces pièces-là et achète en connaissance de cause pour décharger sa responsabilité. Et pareil, l'acquéreur, on va lui dire non, là on peut pas signer encore parce qu'il manque tel papier, on peut pas sortir des ventes comme ça pendant un mois tout le temps, parce qu'on a besoin de pièces qui sont vraiment ultra nécessaires pour garantir une sécurité à l'acquéreur. Donc je pense que tant vendeur qu'acquéreur, on est clairement un tiers de confiance, on est là pour ça, c'est d'ailleurs le cœur même de notre boulot. Ok, super. Avant de finir cette interview, quelle a été la plus belle chose, ton plus beau souvenir en tant que notaire ? Fais-nous un petit peu rêver. Alors j'ai une anecdote marrante à vous raconter. J'ai eu un jour une panne informatique lors d'une signature. Donc j'avais c'était une jeune femme qui vendait à une autre jeune femme, c'était son premier achat, et il y avait aussi une consoeur notaire qui était là dans mon bureau. Et j'ai eu une grosse panne informatique, une mise à jour de mon logiciel qui n'avait pas été programmée ni prévenue. Et ils ont mis 2h30, je crois, à me dépatouiller ça. Donc l'anecdote marrante, c'est qu'on a fini par réussir à signer, mais pour faire patienter, comme j'ai la guitare à côté et on fait de la musique avant, j'ai fini par prendre la guitare et faire un blind test au vendeur, à la vendeuse, l'acquéreur et puis à la consoeur notaire. On a joué au blind test pendant 1 heure. Et qui a gagné? L'acheteur, le vendeur? Je sais plus, je crois que c'était la consoeur qui a gagné, qui était balèze. Et à la fin, ils ont réussi à nous dépatouiller ça, on a pu signer ça en acte électronique. Voilà, parce que sinon j'aurais pu passer en papier, mais il fallait faire signer 400 pages, bref. Non mais ça c'est impressionnant. Il joue de la guitare lors de la signature d'un acte authentique. Voilà, et ils m'ont appelé le maître chanteur. Voilà. Et du coup c'est un très bon souvenir que j'ai. On a réussi à s'en sortir malgré les difficultés, mais j'étais content de pouvoir meubler entre guillemets la panne informatique avec ça, et finalement c'est resté un bon souvenir pour tout le monde. Bon, super anecdote. En tout cas, merci Maître Bullet, Maître Chanteur, pour d'avoir répondu à toutes ces questions, de nous avoir donné tous ces petits conseils. Et puis on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo, des conseils, des astuces ou une interview d'investisseurs. À lundi prochain.